On t'entend bien. Super. Donc, du coup, on va passer des ruminants aux monogastriques. Du coup, ça va, voilà, changer un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Florence Maupertuis, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et donc, je vais vous présenter au nom de l'équipe du projet Valorage donc les premiers résultats qui concernent le pâturage et la distribution d'enrubanage à des porcs charcutiers en engraissement. Donc, ces résultats-là, ils ont été obtenus en collaboration entre la Chambre et l'ITAB pour cette action du projet. Alors du coup, pourquoi utiliser des fourrages dans l'alimentation des porcins? Puisque au départ, hein, c'est pas des ruminants, effectivement, c'est pas trop des herbivores. Eh ben, simplement parce que c'est une obligation réglementaire, donc l'apport de fourrage grossier est obligatoire, hein, dans l'alimentation des monogastriques bio et du coup, il est pertinent de chercher à mieux les utiliser pour que ça constitue vraiment un complément à l'alimentation et donc, on a testé un peu 2 façons de les utiliser, donc soit via le pâturage tournant dynamique, soit via la distribution de fourrage, conservé. Donc, on va commencer par parler de nos résultats sur le pâturage tournant en élevage porcin, puisque c'est là qu'on a le plus de résultats à ce stade du projet. Donc, on est parti des résultats d'un précédent projet qui s'appelait le projet Okenet EcoFeed et qui visait à combiner différents fourrages pour maximiser l'autonomie. Donc, on a testé un calendrier annuel de pâturage. On avait l'objectif donc de réduire le coût alimentaire et également des motivations d'ordre économique sur la qualité des carcasses et sur le bien-être animal. Donc, les principaux résultats, c'est qu'on avait essayé de tester donc un calendrier annuel de pâturage. Donc là, vous voyez en ligne différentes parcelles sur lesquelles on avait essayé de mettre différentes cultures annuelles. Donc, il y avait du maïs haricot, il y avait du moa trèfle, il y avait de la betterave pour faire des tubercules, il y avait des mélanges raies-gras trèfle. Enfin voilà, on avait essayé de diversifier. L'objectif était qu'il y ait toute l'année en fait de quoi pâturer par les porcs. Mais dans la réalité, ce que vous voyez donc en orange, c'est vraiment les périodes où on a pu exploiter le couvert par du pâturage. Finalement, c'est pas si simple en fait d'arriver à avoir un couvert pâturable toute l'année. Donc, en conclusion, ce projet, il nous disait que ben voilà, c'était pas simple de garantir un accès au pâturage toute l'année. On observait également beaucoup de gaspillage, même s'il y avait une bonne partie de la végétation qui était consommée. Et du coup, les conclusions du projet, ben, c'était de s'orienter quand même plutôt vers des espèces fourragères pluriannuelles pour amortir le coût d'implantation sur plusieurs années, parce que ces cultures annuelles, ça coûte quand même assez cher. Et donc, ça permet aussi d'envisager de pouvoir faire cohabiter plusieurs conduites, donc du pâturage et ou de la récolte. Et puis, ça permet d'améliorer la pertinence dans la rotation. Du coup, on arrive donc à notre essai dans le cadre du projet Valorage, donc qui va bien s'intéresser à la gestion de cultures pluriannuelles. Mais alors, on a différentes questions hein, autour de la gestion du pâturage pour préserver le sol, puisque du coup, il ne faut pas que le sol se trouve trop dégradé après le passage des animaux. Des questions autour de l'équipement en matériel pour la récolte et des questions autour de l'apprentissage du pilotage de la prairie. Donc, quelques résultats rapides avec des photos. Donc, oh, excusez-moi, ça sonne chez moi. Hop. Donc d'abord, il faut inciter les porcs à aller dans les parcs. Donc pour ça, on positionne de façon assez stratégique les abreuvoirs et les nourrisseurs. Et puis assez vite, il va y avoir une routine qui va s'établir. Les animaux vont apprendre à aller tout seuls de leur bâtiment jusqu'aux parcelles. Voilà. Du coup, pour la gestion des clôtures, donc on est parti sur un système de clôture mobile avec des rubans électriques et des piquets. Au départ, on a fait un premier test avec 2 rangées de rubans. Et puis au final, on s'est rendu compte qu'après une petite période d'apprentissage, un ruban simple suffisait. Donc, grâce à ces rubans, on a créé différents paddocks qui vont permettre de faire tourner les porcs et pour optimiser la consommation du couvert végétal. Donc, je vous ai mis, comme ça vous l'aurez dans le diaporama, la composition du mélange prairial qu'on a suivi, donc qui a été implanté sous couvert d'avoine en avril 2021.
Donc, il y a globalement des graminées, des légumineuses, de la chicorée, du plantain. Voilà, donc vous aurez tout le détail dans le diaporama. On a donc découpé nos parcelles en différents petits paddocks ou parcs. Donc, chaque parc faisait 576 mètres carrés. Il était accessible donc par un chemin d'accès qui se trouve le long des parcs sur le côté droit de la parcelle et délimité donc avec les rubans électriques, soit double au départ pour l'apprentissage, puis après en ruban simple. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de maintenir un couvert bas et appétant. Avant l'arrivée des porcs sur la parcelle, on a fait 2 broyages, un en mars, un en avril, pour avoir un stade optimal et une appétence optimale du couvert. Et on avait prévu donc une rotation sur 5 paddocks avec un changement de paddock tous les vendredis pour que ce soit plus simple à gérer, avec un accès permanent au pâturage. Donc les porcs étaient libres d'accéder au pâturage quand ils le souhaitaient. Et donc sur la photo, vous voyez l'état du premier parc après une semaine de pâturage par les porcs. Et donc voilà, l'objectif était atteint, c'était d'avoir un sol pas du tout dégradé après le passage des animaux. Donc pour le changement de parc, on avait prévu au départ donc, un jour fixe, une fois par semaine, le vendredi, pour simplifier la gestion. Et donc, on avait du coup dimensionné nos parcs selon cet objectif et en rapport avec la taille du lot, puisqu'on avait des lots de 30 porcs. Et les indicateurs pour valider le changement de parc et choisir le parc suivant, bah, c'était la hauteur d'herbe, donc mesurée avec l'herbomètre ou le repère bot. C'était le stade physiologique également des graminées, des légumineuses et de la chicorée et accessoirement du plantain. Donc, par rapport à ça, du coup, la succession des parcs qu'on avait au départ imaginé comme étant assez simple, hein, du 1 on passait au 2, puis du 2 au 3, etc. Et ben, au final, l'avancement des stades physiologiques a imposé en fait des décisions un peu au cas par cas pour préserver l'appétence et la valeur alimentaire du couvert et donc limiter le gaspillage. Du coup, l'ordre de succession des parcs n'a pas nécessairement été respecté. Il a également été nécessaire de faire des broyages avant l'arrivée des porcs et du coup, ça nécessite de bien anticiper ces broyages pour avoir une bonne adéquation entre le temps de repousse et le temps de retour des porcs sur le paddock. Et en plus, on est dans un système où les surfaces sont très réduites, donc ce n'est pas possible de récolter le fourrage. Donc, ce qui est broyé, en fait, est laissé sur place. Donc, je vous ai mis pour illustration le calendrier de pâturage qui a été réalisé. Donc, en ligne, vous avez les 7 paddocks. En colonne, vous avez les semaines de début mai jusqu'à fin juillet. Et donc, idéalement, on aurait dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, avec à chaque fois que vous voyez un petit cochon, c'est qu'il y a le lot de porcs qui pâture. Et puis, par contre, quand vous voyez le petit tracteur, c'est qu'on a fait un broyage. Donc, on voit là rapidement que on n'a pas pu respecter exactement ce qui était prévu. On a dû mobiliser 2 paddocks supplémentaires, là, le 6 et le 7, les 2 dernières lignes qui n'étaient pas prévues au départ. Et puis, on a dû faire des broyages, passer du 1 directement au 6. Enfin, voilà. Donc, finalement, c'est quand même tout un pilotage, tout un savoir-faire à acquérir par l'éleveur, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, sur le mélange prairial, les principaux enseignements, c'est que les légumineuses sont consommées préférentiellement. Ça, on avait déjà des essais antérieurs sur les truies qui aboutissaient au même résultat, donc on le confirme sur les porcs charcutiers. Les graminées sont plus difficiles à consommer, notamment la fétuque, et dès qu'elles avancent en stade physiologique, elles deviennent peu appétantes. Et la chicorée et le plantain étaient bien consommés, mais par contre, dès qu'ils montent, dès que la montaison est trop importante, du coup, ça rend le pâturage plus complexe. Donc sur ce mélange, c'est un mélange encourageant, mais qui va devoir être évalué dans la durée, puisque là, on n'avait le recul que sur 1 an. Et donc, on se demande si les légumineuses vont se maintenir et si on va réussir à contenir les adventices, donc à poursuivre. Sur le pâturage tournant dynamique, donc, on voit bien que le principe d'un fort chargement instantané et d'un changement rapide de paddock, ça permet de bien consommer la végétation et de ne pas trop dégrader le sol. Donc là, les objectifs sont atteints. Mais on voit aussi que c'est un nouveau savoir-faire à acquérir par les éleveurs de porcs parce que voilà, pour eux, c'est nouveau, cette conduite au pâturage. Et également, il va falloir qu'ils s'équipent en équipement, donc au minimum qu'ils puissent avoir un broyeur.
et idéalement peut-être même la présence d'un atelier ruminant à proximité pour gérer les surplus ou les refus, quoi. Et puis apprendre à planifier des broyages aussi, savoir anticiper, tout ça c'est un savoir-faire à acquérir. Donc on avait mis en place un petit dispositif expérimental pour valider un peu les performances des animaux dans ce schéma. Donc on a suivi 2 lots de 30 porcs charcutiers, un lot témoin qui recevait l'aliment classique à 100% de la ration, et un lot pâturage donc, qui recevait le même aliment, mais rationné à 85% du niveau de la ration témoin, en finition, avec accès au pâturage. Donc l'essai a démarré sur des animaux de 14 semaines d'âge. Au bout d'une semaine, on a donné accès au pâturage pour le lot essai. Et le rationnement alimentaire, lui, il a débuté à proprement dit à 18 semaines d'âge. Donc là, je vous ai résumé les principaux résultats du lot pâturage, donc avec 3 effets bénéfiques. Le premier, c'est le comportement des porcs, donc des porcs beaucoup plus calmes, très peu de porcs nerveux par rapport au lot témoin, des carcasses moins grasses, donc avec un taux de mus des pièces autour de 59% contre un peu moins de 57% pour le lot de témoin, et une importante économie d'aliments, c'était l'objectif, hein, donc à environ 40 kg d'aliments économisés par porc sorti. Mais en face de ces effets, on a aussi 3 points de vigilance. Donc du coup, on a quand même une vitesse de croissance réduite, donc une croissance plus lente, dans environ 15% de GMQ engraissement en moins. Donc le pâturage n'a pas compensé intégralement la restriction alimentaire. Un poids de carcasse plus faible, d'environ 4 kg, et puis un allongement de la durée d'engraissement d'environ 2 semaines. Donc les conclusions sur le pâturage, c'est que c'est vraiment une pratique intéressante, mais à plusieurs conditions. Donc si on a un parcellaire groupé autour du bâtiment d'engraissement, c'est quand même la première condition. Ce sera intéressant à condition aussi d'acquérir donc le savoir-faire sur la conduite du pâturage pour optimiser l'appétence du couvert et maximiser donc l'ingestion par les animaux. Et puis, ça nécessite aussi une autonomie en équipement, voire la présence d'un atelier ruminant à proximité. Donc, tout ça pour dire que ce sera une pratique qui reste quand même réservée à un nombre limité d'éleveurs, ceux qui peuvent remplir ces différentes conditions. C'est pour ça que dans le projet, on étudiait aussi une autre façon donc d'utiliser les fourrages grossiers en élevage porcin, donc qui est la distribution de fourrages conservés. Donc là, j'ai beaucoup moins de résultats à vous présenter, mais on est quand même reparti des apports d'un précédent projet, là encore le projet Secalibio, qui s'était intéressé à la faisabilité de la distribution d'enrubanage de luzerne à des porcs en finition, donc dans une station de l'INRAE. Et le principal résultat, c'était qu'ils étaient capables de consommer ce fourrage, hein, c'était la question qu'on se posait au départ. Donc là, on a mis en photo en fait les quantités d'aliments consommés par porc pendant la dernière semaine avant abattage, enfin quantité quotidienne hein, consommée juste avant abattage. Et donc de la gauche vers la droite, vous avez les lots les moins rationnés vers les lots les plus rationnés. Et donc on voit que plus on rationne en qualité et en quantité l'aliment distribué, plus les porcs sont capables d'ingérer de l'enrubanage pour compenser. Donc, les conclusions de ce projet Secalibio, c'était que l'enrubanage était consommé par les porcs en finition, notamment lorsqu'ils sont rationnés en aliments. On voyait qu'un apport de fourrage de bonne qualité pouvait compenser l'utilisation d'un aliment un peu moins riche en protéines. En revanche, dès qu'on est sur du rationnement alimentaire en quantité, donc voilà, là on avait testé rationnement à 85% par rapport à la ration complète, et là on ne compense pas intégralement, on ne compense que partiellement en fait l'effet du rationnement alimentaire sur la vitesse de croissance, mais on améliore le classement des carcasses. Donc, dans le projet Valorage, nous avons actuellement 3 essais qui sont en cours sur la distribution d'enrubanage. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on va être dans 3 contextes d'élevage très différents, donc avec des performances déjà différentes.
Les mélanges récoltés sont différents aussi, ils ont été analysés, on a les valeurs. Et on a aussi des pratiques de distribution qui sont différentes en fonction du temps que les éleveurs sont prêts à passer sur cette pratique. Donc, on voit, on a des éleveurs qui distribuent la botte entière et puis qui laissent les porcs se débrouiller avec. D'autres qui déroulent eux-mêmes la botte et qui remettent de l'enrubanage frais tous les jours dans les râteliers. Donc, ce sera intéressant d'avoir les résultats de ces différentes pratiques et de voir celles qui s'en sortent mieux en termes de performance. Donc, les premiers enseignements qu'on a, c'est que l'effet sur les performances, il sera très variable selon le contexte d'élevage. Donc, on en reparlera quand on aura les résultats complets. Mais par contre, ce qui ressort dans les 3 essais, c'est un effet très positif sur le comportement des animaux, avec des animaux beaucoup plus calmes qui passent beaucoup de temps à jouer ou à manger à jouer avec ou manger l'enrubanage. Et du coup, pendant ce temps-là, ça les rend beaucoup plus calmes. Par contre, on aura plusieurs points de vigilance sur la qualité du fourrage distribué, parce qu'on a eu des choses assez différentes. Donc, il faudra sans doute faire des rappels sur les bonnes pratiques de récolte, de conservation. Et également, on aura des différences sur les pratiques de distribution, donc botte entière ou non, la durée d'ouverture de la botte avant qu'elle soit complètement consommée, etc. Donc, on aura des résultats qui vont être différents et qui seront intéressants à valoriser. Donc, les résultats complets seront disponibles au printemps 2024, sachant que le projet Valorage se termine en fin juin 2024. Et donc, sur la distribution de fourrage conservé, bon, là encore, on voit qu'il y aura un nouveau savoir-faire à acquérir par les éleveurs, notamment sur la récolte et la conservation des fourrages. Là encore, il faudra aussi avoir quelques équipements en propre, notamment les râteliers. Mais ça semble être une pratique qui sera accessible à un grand nombre d'éleveurs, donc plus facile à généraliser et à diffuser, certainement. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, j'y répondrai sans problème. Merci Florence. Donc, il y a une première question dans la salle. Oui, j'ai retenu sur la deuxième avec le fourrage conservé que c'était en fait 15% d'économie d'aliments. C'est dans la pour la partie supérieure. Et j'ai pas retenu par rapport au pâturage, c'est quelle quantité d'aliments économisés? Oui, on avait fait le même rationnement dans les pâturages. C'est pareil, le 15%, 15% de baisse par rapport au lot témoin. Ouais. En sachant que dans aucun des 2 cas, on arrive à le compenser entièrement par l'apport de fourrage, mais l'idée, c'est aussi d'inciter davantage les porcs à consommer les fourrages, du coup. Donc, mais on économise 15% d'aliments? Alors, oui, enfin, non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. En fait, c'est pour ça que je l'ai mis en kilos pour les cépaturages. Ça représente 40 kilos par porc sorti. Parce qu'en fait, la durée d'engraissement s'allonge aussi. Donc, du coup, on donne 15% de moins par jour, mais on n'économise pas 15% en tout, quoi. Et sur la santé des animaux, il y avait on voit qu'ils sont plus heureux. Alors, ouais, c'est ça. Ils sont c'est ça, beaucoup plus calmes, tout à fait. Oui, oui. Sur leur santé eux-mêmes, il y a eu une différence ou pas? Alors là, on est sur des effectifs d'animaux qui ne se permettent pas de tirer des conclusions sur la santé parce qu'il faudrait des groupes beaucoup plus conséquents. Mais les petits critères qu'on a sont plutôt en faveur des lots fourrage, ouais, dans les 2 cas, dans les 2 types d'essais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme critères? On a quelques critères sur quelques épisodes de diarrhée vraiment très, très légers, mais du coup, qui ont eu lieu que dans les lots témoins, pas dans les lots fourrage. Et puis, comme autre critère, on a aussi le nombre d'animaux qui sont un peu décrochés en poids par rapport au reste du lot. On a toujours une certaine hétérogénéité. Et en fait, du coup, l'hétérogénéité est plus marquée dans les lots témoins, moins marquée dans les lots fourrage. Ok, merci. Il y a une deuxième question. Et est-ce qu'il y a un délai d'introduction du fourrage là, pour ces porcs? Est-ce qu'ils sont tout de suite mis dans les paddocks? Ou est-ce qu'il y a il y a un peu de délai, une habituation à manger du fourrage à 14 semaines? Comment ça se passe? Voilà. Donc, effectivement, dans les pâturages, donc,
on les avait déjà laissés une semaine, là, de 14 à 15 semaines, ils avaient l'aliment, ils ne sortaient pas encore pâturés. Et puis de 15 semaines d'âge à 18 semaines d'âge, ils sortaient pâturés, ils découvraient le pâturage, mais ils n'étaient pas rationnés par rapport au lot témoin. Donc en quelque sorte, le pâturage, c'était du bonus pendant ce temps-là. Alors pourquoi on a fait ça? Simplement voilà, pour avoir un petit apprentissage du pâturage. Et aussi parce que les résultats qu'on a de la part de l'INRAE montrent quand même que c'est surtout des animaux en finition qui vont être capables de bien tirer parti des fibres des fourrages. Donc, quelque part, c'est un peu du gaspillage de le donner à des animaux trop jeunes. Ils vont jouer avec, hein, ils vont bien sûr, ils vont s'y intéresser, mais en termes d'ingestion et de valeur alimentaire, ça devient vraiment plus net à partir de 18 semaines d'âge et plus on se rapproche de l'abattage après, ouais. Et j'ai une autre question sur la partie plus matérielle, dans les points forts, points faibles qui sont soulevés là, par rapport à l'expérimentation. Est-ce qu'il y a un chiffrage du matériel nécessaire à des éleveurs qui voudraient mettre en place des paddocks, par exemple, en disant ça va coûter en implantation des prairies, tel. Alors oui. Ouais, il y a un chiffrage qui est fait dans le cadre du projet. Donc là, je ne l'ai pas présenté parce que c'est pas ma partie, je la maîtrise moins. Donc c'est l'ITAB qui a suivi ça. Mais oui, on aura un coût à donner, à mettre en regard en fait de l'économie d'aliments. Il y aura quand même un coût de mise en place du couvert végétal. Et puis, alors après, c'est surtout l'implantation en fait qui coûte cher parce qu'en fait après, on s'aperçoit que c'est quand même assez simple et assez peu coûteux en termes d'investissement. Mais d'où notre choix de s'intéresser à des cultures pluriannuelles, parce que comme ce coût d'implantation, il est quand même important, s'il faut le remettre sur la table tous les ans, là, du coup, ça devient plus du tout rentable, quoi. Juste en complément, faut peut-être voir aussi l'aspect agronomique quand même. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'élevage de porcs quand ils tendent de plus en plus ou de mieux en mieux, on va dire, vers l'autonomie. Il y a forcément un moment des cultures prairiales qui interviennent dans la rotation pour que ce soit pertinent, la gestion du salissement, etc. Et dans ces cas-là, l'implantation des prairies n'est pas forcément à compter en plus du fait du choix du pâturage, de la distribution de fourrage, mais plutôt en global, comme aussi permettant une gestion agronomique plus pertinente. Et juste, Florence, c'est en effet de notre côté que on sort. Enfin, quand je dis de notre côté, c'est que je suis à l'ITAB, donc voilà. Oui. Mais sur le tableau qui est là, comme c'est plus mes collègues, est-ce que vous avez une conclusion économique? C'est-à-dire qu'est-ce que l'aliment économisé versus l'allongement de la durée d'engraissement et le poids carcasse plus faible, et puis le TMP, enfin bref, est-ce qu'économiquement, quel est du coup le lot pâturage ou le lot témoin qui sont plus pertinents? Donc là, dans l'essai, moi j'ai la réponse. Dans l'essai pâturage, il y avait clairement un gain économique pour le lot pâturage, même en prenant en compte un poids plus faible et tout ça. Je ne me rappelle plus de la valeur exacte en valeur absolue, donc je ne sais pas si tu as des collègues qui peuvent répondre. Non, ils sont pas Voilà. aujourd'hui. Mais pourquoi je n'ai pas donné ce chiffre-là? Parce qu'en fait, il va être extrêmement variable d'un élevage à l'autre. Ça va dépendre du contexte duquel on part. Voilà. Donc, en fait, selon le niveau de départ des performances de l'éleveur, selon son taux de muscle, de carcasse et autres, les gains ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est un peu délicat de donner un ordre de grandeur en valeur absolue et de dire, voilà, il faut retenir ça, quoi. Ce sera adapté sans doute à chaque contexte, quoi. Moi, j'avais une question de novice. Je suis vraiment désolé, mais j'en étais resté au fait que les porcs n'étaient pas des ruminants, n'avaient pas de panse et ne pouvaient pas digérer la cellulose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ils en font quoi de ce fourrage? Est-ce qu'ils le digèrent? Parce qu'on voit qu'on économise 40 kg d'aliments et il n'y a qu'une baisse de 4 kg de la carcasse. Même s'il y a des pertes, il y a une forme d'assimilation. Alors, tout à fait. Donc, en fait, tout à fait, c'est une très bonne question. Donc, en fait, l'idée là, c'est pour ça qu'on s'intéresse plutôt à des animaux un peu plus matures, un peu plus âgés. Alors, l'idéal, c'est la truie gestante, ce qui est un animal adulte. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure
de leur avancement en âge, les animaux, ils développent quand même une flore cellulolytique dans même s'ils n'ont qu'un estomac, voilà, ils ont quand même leur flore bactérienne. Et en fait, plus ils avancent en âge et plus ils ont une flore capable de mieux digérer la cellulose. Donc, le mieux, c'est les truies, c'est des animaux adultes, donc les truies valorisent mieux que les porcs charcutiers. À titre de comparaison, sur les truies, on avait montré que la restriction, alors on avait fait une restriction que de 10%, mais elle était intégralement compensée par le pâturage, quoi. Donc les truies avaient été capables d'aller chercher dans le pâturage les 10% d'aliments en moins consommés par jour. Voilà, donc ça c'est une truie adulte. Et là, on est sur des animaux qui sont quand même encore assez jeunes, hein, les porcs charcutiers. Donc c'est pour ça qu'on focalise quand même sur la partie finition, hein, sur la partie où ils sont le plus âgés. Et plus ils avancent en poids et en âge, et mieux ils sont capables de valoriser la cellulose des fourrages. Et en plus, il y a un effet adaptation de la flore, quoi. C'est-à-dire qu'à force de consommer des fourrages, ils développent aussi une flore qui est mieux capable de l'utiliser, mais ça se fait assez lentement, donc il faut quand même leur laisser le temps, voilà, de s'adapter. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. On revient sur la question du coup, est-ce que Florence, tu peux nous parler par contre de l'aspect biosécurité, parce que ça par contre c'est un élément nouveau dans Oui. le développement du pâturage, enfin dans le fait de sortir les porcs au pâturage par exemple. Tout à fait. Alors du coup là on est tant qu'on est sur des porcs charcutiers, on n'est pas sur des animaux potentiellement en chaleur. Donc, du coup, on n'est pas tenu de faire la clôture biosécurité la plus chère et la plus compliquée, enfin celle qui est obligatoire pour les truies, en fait. Donc, on peut être sur un niveau un peu moindre en termes de coût, notamment donc avec un grillage à moutons simple, pas forcément enterré. Enfin, voilà, donc ça peut être un petit gain. Mais tu as raison de le souligner, il y a quand même nécessité de clôturer la parcelle, d'éviter tous les contacts potentiels groin-groin avec un sanglier. Donc, ça veut dire à l'intérieur de la parcelle, il ne faut pas que des porcs puissent être au contact direct du grillage. Il faut toujours qu'il y ait un ruban électrifié entre eux et le grillage, quoi. Donc, c'était le cas hein, dans le dispositif, puisque comme on délimite les paddocks avec des rubans électrifiés, les porcs ne sortaient pas des paddocks, donc ils ne touchaient pas le grillage du bord de la parcelle, quoi. On avait justement à cet effet-là mis les bandes qui étaient pâturées vraiment au centre de la parcelle, le plus loin possible des clôtures, quoi. Mais oui, c'est un coût supplémentaire, c'est clair, hein. Oui, oui. Donc, à titre d'exemple, le coût de la clôture la plus complexe et la plus exigeante, c'est à peu près 20 € du mètre linéaire. Donc là, on est peut-être sur une clôture qui coûte moitié moins cher, mais bon, ça reste quand même un coût non négligeable en fonction de la taille de la parcelle à clôturer, quoi. Après, il y a un dernier élément, c'est quand même on n'a pas utilisé tant que ça de surface hein, dans cet essai-là. On n'avait que 30 porcs, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à projeter en fait un système où tous les porcs pâtureraient toute l'année. Donc, voilà, c'est là où il faudrait chiffrer un petit peu la surface nécessaire et du coup en déduire la longueur de clôture nécessaire également. Ouais. Très bien, merci beaucoup. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci bien. Florence et merci à tous. Alors, ouais. Pour conclure, quelques petites infos. Donc, si vous voulez revoir ou partager les interventions, elles sont bientôt sur les sites du pôle bio Massif Central et de l'ITAB. Donc, il y a notamment la chaîne YouTube du pôle bio. Swazik et moi, on est à disposition par mail si vous avez des questions. Du coup, c'est tout pour nous. Merci beaucoup pour votre participation dans la salle et à distance, aussi bien dans le public qu'au niveau des intervenants. Et du coup, on vous souhaite une bonne fin de journée et un bon sommet.